Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 2, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue dans Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Et si le vrai féminisme aujourd'hui, ce n'était plus seulement revendiquer sa place, réconcilier le plaisir avec l'argent, la sexualité avec la spiritualité, l'amour de soi avec le refus de se trahir. Être une femme en 2025, ce n'est plus revendiquer sa place, c'est oser l'incarner, alignée, sauvage, sans mission à remplir. Aujourd'hui, je retrouve Roxane, fondatrice de Maternité Sauvage. La dernière fois, on a parlé d'orgasme. Cette fois, on plonge plus profondément. On va parler de lenteur, de puissance, de pratiques intimes, d'argent, de liberté et de ce que veut vraiment dire être pleinement dans son corps. Une femme qui se choisit, qui ose, qui ne s'excuse plus. Accroche-toi. Cet épisode pourrait bien réveiller en toi une partie que tu pensais perdue ou censurée. Roxane, merci d'être là pour la deuxième fois. Je suis ravie de t'accueillir encore et surtout de parler encore de plaisir. Et de plus que ça, en fait, de parler de cette femme sauvage que tu es, que tu représentes et comment tu la vois de nos jours. Pour commencer, faire un petit rappel de ce qu'on a parlé la dernière fois. Pourquoi le plaisir féminin est encore résumé à juste un petit orgasme rapide, vite fait. Ah, mais c'est un plaisir d'être là, déjà. En fait, je crois que c'est parce que c'est vraiment toujours cette histoire de sujet tabou. Et on n'en parle pas. Oui. Vraiment, il y a quand même de plus en plus de livres qui sortent sur le sujet. Et c'est marrant parce que, en fait, ce sujet, il touche tout le monde. Enfin, je veux dire, qu'on fasse l'amour ou pas, qu'on soit sexuellement actif ou pas, en tant qu'adulte, je parle évidemment, c'est un sujet, quoi. C'est là. Et c'est ça que je trouve tellement incroyable avec un sujet si intime et qui, en même temps, touche tout le monde. Mais pour autant, on en parle très peu. Et il y a beaucoup de mythes aussi. Oui. Après, voilà, il y a différents courants de pensée. Mais il y a beaucoup de mythes qui ont été malheureusement transmis par certains hommes. Par certains, dont Freud par exemple, mais aussi plein d'autres, même dans le corps médical. Il y a plein de mythes comme ça. Un des mythes que je trouve qui est le plus courant, c'est il y a cette idée qu'après avoir eu des enfants, ça va d'office être nul, que la femme, elle a donné naissance par voie basse et du coup, d'office, elle aura plus de plaisir, c'est devenu un trou béant. Enfin, je trouve qu'il y a un peu cette idée-là et je vois le visage des femmes. Récemment, je partageais ça à une femme qui n'a pas encore eu d'enfant mais qui veut en avoir et là, ils essayent avec son partenaire et je lui disais non, mais c'est pas vrai qu'après avoir eu des enfants... tout à coup, c'est nul et il n'y a plus de plaisir. Enfin, il y a moyen que ce soit 10 000 fois mieux. Après, évidemment, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Les femmes qui ont des naissances traumatiques. Enfin, il y a tellement de couches, en fait. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est encore associé à, juste comme on disait, ce petit orgasme rapide. Et comme ce petit orgasme rapide, il est en général pas incroyable, eh bien, ça fait un cercle vicieux où on a de moins en moins envie en tant que femme, de faire l'amour. Il y a une sexologue assez connue qui dit que c'est pas que les femmes ont un problème de libido ou qu'elles aiment moins le sexe que les hommes, parce que ça c'est quand même aussi un truc assez commun, quoi. Genre les hommes ils aiment bien ça, mais les femmes bof. C'est pas ça, c'est qu'en fait elle dit c'est comme si t'allais au restaurant et que t'aimais rien sur la carte. Ça veut pas dire que t'aimes pas aller au restaurant, c'est juste que t'aimes pas ce qui est proposé sur la carte. Et en fait j'adore cette analogie avec le sexe, c'est que si ce que tu as en fait t'aimes pas ça, c'est bof, c'est pas incroyable, c'est rapide, du coup, t'y trouves pas trop ton compte, c'est normal que t'aies pas envie. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème de libido ? Je pense qu'en général, pas. Oui, c'est ça. Et est-ce que du coup, dans le plaisir sexuel, évidemment, donc maintenant, avec tout ce que tu as acquis comme information, est-ce que tu penses que le plaisir sexuel se résume juste à un orgasme ou il y a beaucoup plus que ça ? Il y a beaucoup plus. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ça vient vraiment... Déjà, j'aime bien cette différence dans l'orgasme que la plupart des gens connaissent, que ce soit l'orgasme masculin avec une éjaculation ou pour les femmes, cet orgasme clitoridien où il y a vraiment un pic et puis une descente. En fait... il y a vraiment une notion de release, tu vois, il y a un truc qui est relâché. C'est comme s'il y avait toute cette tension sexuelle en nous, et on a a priori tous et toutes déjà goûté à ça.
Et puis, paf, ça arrive à un truc, et on se dirait, il y aurait moyen d'avoir un truc incroyable, les feux d'artifice, mais ça fait un petit... Et voilà, et il y a vraiment un release, quoi. C'est comme si la pression descendait, et moi, je me souviens qu'avant, quand j'avais ça, souvent, je me disais, mais tout ça pour ça, quoi. Il y avait Alors qu'en fait, il y a moyen d'atteindre un état de bliss. Bliss, ça veut vraiment dire... c'est un plaisir qui englobe tout le corps, quoi, qui est complètement différent de ce relâchement. Et c'est ça qu'on peut atteindre, et c'est pas compliqué, et tout le monde y a accès. Il faut pas être spécial, il faut pas faire 6 heures de pratique sexuelle par jour. Oui. Ça, c'est cool aussi à savoir. Mais donc oui, c'est tellement plus que juste l'orgasme. Oui. Et si on parle vraiment de plaisir comme une expansion, justement, et pas juste le point d'arrivée, mais... Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que ça vient justement réveiller dans notre corps à ce moment-là ? Ça vient réveiller ce contact avec notre sensualité. Que j'en ai peut-être déjà parlé la dernière fois, mais il y a vraiment une différence entre être connecté à nos sens et juste sexualité. Et moi, je pensais que sensualité, c'était vraiment juste sexuel, mais pas du tout, en fait. Et donc, ça vient... On peut sentir le vent sur notre peau. Enfin, on devient beaucoup plus... sensible à tout, et du coup ça fait un cercle vertueux, parce que quand mon partenaire vient juste me caresser le bras, juste un toucher non sexuel, il n'y a pas d'attente derrière, mais tout de suite ça réveille tout mon corps, et ça me paraît tellement évident qu'on peut avoir des orgasmes et du plaisir incroyable même sans se toucher à un certain stade, quoi, après un certain temps de pratique, parce que ça vient tellement réveiller plus que ça, et moi ça m'a ramené dans mon corps, et du coup ça m'a permis de goûter à d'autres sensations, même quand je mange. Je sais pas, manger un fruit avec sensualité. Être consciente, en fait. Oui, c'est vraiment incroyable. Ouais. Ça vient tout réveiller, quoi. C'est ça. Et alors, si on parle de plusieurs types d'orgasmes, et c'est quoi pour toi justement ces différents types selon tes connaissances ? C'est quoi les types, on va dire ? Ok, donc le plus commun que la majorité des femmes ont eu, alors il y en a qui l'ont jamais eu, c'est l'orgasme clitoridien. Ça, c'est vraiment celui qui peut exister sans aucune pénétration, vraiment par frottement. C'est très mécanique, quoi. Il y a beaucoup de femmes qui ont découvert ça avec le jet de la douche, avec voilà. Ça c'est l'orgasme, on va dire, de base, quoi, le plus connu, et c'est celui qui fait vraiment cette montée et puis cette descente très rapide. Et puis alors là, il y a différentes écoles. Moi, de ce que j'ai appris, et ça me paraît plus logique, mais il y en a qui vont dire que c'est faux, et voilà. Il y a l'orgasme du point G. Okay. On a toutes un point G, il est très facile à trouver. Même ça, c'est un mythe, parce que j'ai déjà entendu que non, c'est pas pour toutes les femmes, il n'y a pas tout le monde qui a ça. Mais moi, de ce que j'avais lu des magazines, j'ai lu des magazines féminins toute mon adolescence, c'était un endroit obscur et mystique, très difficile à trouver, alors que la première fois du coup que je me suis formée, que j'étais là, en fait, je peux mettre mes doigts et c'est là. Genre, j'en revenais pas, quoi. Donc, il y a cet orgasme du point G, et pourquoi est-ce que cet orgasme-là est différent ? Alors, il y en a qui disent que tous les orgasmes viennent du clitoris. C'est ça, c'est parce qu'en fait le clitoris c'est beaucoup plus grand que juste le petit capuchon que nous on voit ou qu'on sent. Ça vient vraiment à l'intérieur, c'est presque aussi grand qu'un pénis, même voire aussi grand qu'un pénis, mais à l'intérieur. Et c'est composé des mêmes tissus qu'un pénis, ce sont des tissus érectiles qui s'engorgent avec l'excitation, et ça vient vraiment, il y a toute une partie qui vient autour du canal vaginal, à l'intérieur de notre corps en tant que femme, et donc il y en a qui disent que tous les orgasmes, même les orgasmes avec pénétration et interne, sont liés au clitoris. Moi, je pense pas, parce que les sensations sont tellement différentes, mais voilà, chacun a ses croyances. Mais donc cet orgasme du point G, il est beaucoup plus... c'est comme des feux d'artifice, c'est pétillant, et à l'inverse de l'orgasme clitoridien, on peut en avoir 25 à la suite, quoi. Souvent, pour la majorité des femmes, après un orgasme clitoridien, l'envie, ça fait vraiment comme un soufflet. Ça dépend des femmes, il y en a pour qui c'est pas le cas, mais quand même la grande majorité des femmes, c'est le cas. Et ben, cet orgasme du point G, c'est le contraire. On peut en avoir... Là, c'est comme les feux d'artifice, quoi. Et puis, il y a l'orgasme du col, ça c'est un peu le Graal. Donc ça, c'est l'orgasme qui est lié avec le col de l'utérus. Celui-là, du coup, qui est disponible vraiment avec une pénétration plus profonde, mais qui est aussi un orgasme plus énergétique. Donc c'est très... il y a beaucoup de nuances. Et cet orgasme-là, c'est là où les femmes se mettent souvent à pleurer et à dire, genre, j'ai vu Dieu, quoi. Même si tu crois pas en Dieu, il y a vraiment une espèce de connexion divine. Et donc ça, c'est l'orgasme du col. Après, il n'y a pas on n'a pas besoin de les classifier
quantifier, c'est juste de savoir que toutes ces sensations existent et qu'il y a moyen d'avoir tellement plus que juste ces petits... Et dans toutes ces pratiques, justement, est-ce que tu penses qu'il y a des positions qui sont mieux recommandées pour justement, en fonction de ce qu'on veut attendre? Et ça, est-ce que c'est possible aussi d'avoir juste un type d'orgasme et puis l'autre, et puis, jouer entre un peu toutes les capacités complètement. Il y a vraiment moyen de mix and match, de varier. Ouais. Après, donc il y a des positions, il y a des techniques. Ça c'est ce que j'enseigne dans mon programme Femmes Orgasmiques. Et je pourrais les dire ici, mais bon, évidemment, j'ai envie de garder un petit peu de teaser pour mon programme. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, voilà, par exemple, la meilleure position pour l'orgasme du col, c'est la levrette, le doggy style. Ouais. Mais en fait, en disant ça, c'est un peu comme si je donnais un mode d'emploi et ça fonctionne pas comme ça. Oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que et d'ailleurs il y a beaucoup de femmes qui le partagent, que dans certaines positions avec certaines puissances, on va dire de pénétration, ça fait mal. Souvent en fait ça c'est le col. Et le problème c'est que le col, mais aussi le point G, souvent avec nos expériences du passé, les expériences transgénérationnelles, tout ça, sont, en anglais ils appellent ça armored, genre ils ont une armure quoi. Et du coup, on peut venir on pourrait suivre la recette et se dire on va faire l'amour pendant 10 minutes en levrette, et on n'aurait pas spécialement un orgasme du col. Et à l'inverse, il y a des femmes qui ont tous les types d'orgasmes depuis le début, sans avoir rien fait de spécial, juste parce que, en fait, voilà, elles ont été avec un partenaire à l'époque, avec qui ça a marché comme ça, elles ont testé, elles ont peut-être moins de trauma et de couches à venir libérer. Mais donc, on a tout accès, mais il y a quand même... Et c'est ça que je partage dans mes programmes, c'est que, voilà, on vient quand même tout doucement, d'abord se libérer de tous les traumas, de tout ce qui bloque, et puis il y a différentes pratiques avant de juste faire la position pour atteindre l'orgasme. C'est ça. Et qu'est-ce qu'on dit alors pour celles qui n'ont pas un partenaire? Est-ce que, évidemment, on ne peut pas arriver à tous les points d'orgasme qu'on a cités, mais par exemple, juste se connecter à sa sexualité, à son propre corps, est-ce que tout ça, c'est des pratiques qu'on pourrait faire sans partenaire, justement? Oui, complètement. Ouais. Il y a vraiment moyen d'avoir accès à tous les types d'orgasmes seul. En utilisant ses doigts et en utilisant aussi des sextoys. Aujourd'hui, c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus d'offres de sextoys qui sont en cristal ou en bois. Il y a une super chouette marque française qui fait des magnifiques... je pourrais te donner le lien si tu veux le mettre dans les notes. Des magnifiques dildos en bois superbes. Ils sont traités tout comme il faut et tout. Enfin, voilà, c'est pas un bout de bois de la forêt, quoi. Et il y a vraiment moyen, donc même en tant que femme seule, de venir se connecter à tout ça. Et d'ailleurs, c'est assez génial comme pratique. Et il y a plusieurs femmes qui ont fait mes programmes en étant célibataires. Et l'idée, c'est que ça te donne l'occasion, en étant seule, de venir travailler. En général, tu as plus de temps, du coup, seule pour travailler sur ça. Et donc, pour aussi attirer le partenaire de tes rêves. Et aussi pour savoir que, voilà, c'est important, la sexualité. Et ça, je crois que c'est aussi un des gros mythes qui était présent ces dernières années, c'est le fait que c'est pas très grave en fait si ça se passe pas bien au lit, qu'en fait la sexualité c'est pas si important, et moi je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est vraiment vraiment super important, et que tous les couples peuvent travailler dessus, et qu'il y a vraiment moyen de découvrir tellement de choses. Mais pour moi c'est ça le noyau du couple. Oui. Et donc justement dans cette notion de important, moi aussi, ce que je trouve important, c'est que parfois j'ai déjà entendu parler, on disait que j'attends que mon partenaire, je le laisse guider ou je le laisse faire le chemin, mais en fait c'est pas parce que lui il sait mieux, c'est parce que nous on connaît pas. Donc en tant que femme, tu sais pas, en fait tu voudrais arriver là, mais tu ne sais pas. Donc d'où l'importance justement de faire des pratiques sexuelles seule pour se connaître mieux, pour justement pouvoir guider ton partenaire. Donc pour moi c'est une notion important. Oui, je pense que beaucoup de femmes elles s'attendent à ce que beaucoup de femmes, leur partenaire connaît mieux leur corps qu'elles. Il y a la majorité des femmes n'ont jamais mis leurs doigts, n'ont jamais exploré, et c'est pas un jugement, c'est juste qu'en fait on n'a pas reçu les clés. Beaucoup de femmes elles savent pas très bien quoi faire, et donc même si elles se disent bon allez, j'ai un moment toute seule, je vais essayer d'aller explorer. Elles trouvent ça un peu bizarre, ça leur donne pas trop de plaisir, elles savent pas très bien quoi faire, et donc en fait elles arrêtent de faire ces pratiques, mais elles s'attendent à ce que leurs partenaires connaissent tout. Comme s'il y avait un mode d'emploi. Comme s'il y avait un mode d'emploi, et eux non plus n'ont pas reçu de mode d'emploi. Malheureusement ici, ils en ont eu un, c'était le porno pour beaucoup. Et c'est pas un très bon mode d'emploi du plaisir féminin.
Et donc, dans toutes ces pratiques, du coup, on pourrait dire que le toucher, la lenteur dans tout ça, est-ce que c'est vraiment un outil clé d'arriver vraiment à se connecter à cette énergie un peu plus profonde en nous? Oui. Donc, et comment la pratiquer justement? Donc, parce qu'évidemment, on n'a pas 5 heures par jour à s'accorder. Déjà, c'est quand même c'est un choix seul ou en couple de venir remettre l'intimité au centre. Et c'est ça que j'aime bien, c'est au départ, donc moi dans mes programmes, je dis de planifier des sex dates, des rendez-vous amoureux, que ce soit en couple ou solo. Mais maintenant, j'ai presque envie de changer le nom. Ça, c'est un nom qui vient de Kim Anami, dont j'avais parlé la dernière fois. En disant de planifier des moments d'intimité. Parce que c'est pas spécialement du sexe. De venir replanifier des moments de toucher. Le toucher, c'est tellement important. La peau, c'est l'organe le plus grand de notre corps. Et venir en couple, se masser, se toucher doucement, prendre le temps, ça change tout. Et alors la deuxième clé, et ça en fait tout le monde, même quand on n'a pas des heures, tout le monde peut la mettre en pratique, c'est la respiration. Ah oui. Ça permet en fait donc pendant qu'on fait l'amour, et ça vaut pour les hommes et pour les femmes, de venir respirer profondément et ça change tout, ça permet d'avoir plus de plaisir et ça vient aussi nous reconnecter. Parce que c'est ce que je remarque aujourd'hui, beaucoup de couples quand ils font l'amour, en fait le junk food sex, le sexe fast food. En fait, ils font pas vraiment l'amour à deux, c'est pas un moment de connexion. Ils sont tous les deux dans une démarche masturbatoire ensemble. Donc chacun obtient plus ou moins ce qu'il voulait. Il y a cette espèce de release, de décharge. Mais ça va vite, on sait bien où aller pour avoir ce qu'on veut, mais en fait on n'est pas vraiment en connexion. Et du coup, et souvent, et moi ça a été la réalisation avec mon mari, on était tous les deux dans notre tête. On était tous les deux dans des fantasmes, objectif. Dans des trucs, on était même vraiment on était ailleurs quoi. On avait d'autres images en tête, on pensait à autre chose. Et en fait, quand tu respires, quand tu te connectes vraiment à ta respiration et à tes sensations, et ça c'est dans cette démarche de lenteur, tu peux pas être ailleurs. Tu es là. Tu es là. Et donc là, on passe tout de suite à une autre étape, quoi. Parfait. Si on parle aussi de différents types de sexe oral, sexe anal, est-ce que tout ça rentre dans le jeu de la découverte de plus de plaisir? Est-ce que tu penses qu'il y a pas un impact, mais plutôt et le jeu de séduction, est-ce que ça rentre tout ça dans l'ensemble du plaisir? Comment tu l'englobes tout ça? Oui, en fait, déjà, maintenant, ça commence à être de plus en plus connu et c'est chouette. Les préliminaires, ça commence en dehors de la chambre à coucher. Je crois qu'on l'avait déjà dit, mais voilà, ça commence... Ça commence par la manière dont on s'embrasse, ça commence par les touchers non sexuels qu'on se fait en couple, parce qu'on va se dire... moi j'aime bien, on travaille sur le programme pour les couples avec mon mari, on a fait ça toute la journée hier, et il y avait une des questions que j'avais notées, que je trouvais ça trop chouette, c'était pour les hommes, c'était le matin en se levant, se demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ma femme se sente chérie et choyée. Parce qu'en fait, en général, c'est de ça dont on a besoin en tant que femme. Qu'est-ce que je peux lui dire? Comment est-ce que je peux agir? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle se sente aimée, quoi. Et nous, en général, en tant que femme, on a besoin de ça pour avoir envie du contact sexuel. Les hommes, souvent, ils ont besoin... C'est plutôt visuel, ça. Oui, c'est très visuel. Et eux, ils ont besoin... Donc, c'est un peu paradoxal. Nous, on a besoin de connexion avant le contact sexuel. Donc, on va avoir besoin de parler, on va avoir besoin de ce truc-là. Et eux, ils ont besoin du contact sexuel pour ensuite s'ouvrir et avoir la connexion. D'ailleurs, beaucoup de couples le savent. Après avoir fait l'amour, quand c'est vraiment chouette, on va avoir des super conversations. Mais donc, comment est-ce qu'on fait pour faire matcher les deux? Et là, je pense que c'est aux hommes de faire ce travail, de faire en sorte de créer cette stabilité, cette sécurité émotionnelle pour leurs femmes, qu'elles se sentent vraiment chéries, choyées, aimées, en sécurité, pour qu'en fait... Et ça c'est aussi des préliminaires. Et après, ça continue évidemment au lit, et toutes les pratiques sexuelles qu'on peut imaginer, elles peuvent toutes être en fait... sacré. Je sais, le mot peut être... Mais le sexe oral peut être sacré, le sexe anal peut être sacré. Et bon, là, c'est aussi beaucoup de couches à enlever de la religion et autres, mais c'est toutes des pratiques où on peut être en connexion vraiment avec son partenaire et avec un truc plus grand, quoi. On peut vraiment être consciente dans le moment présent et pas penser que je fais ça. C'est ça, avec un peu la montre. Bon, allez, ça fait 5 minutes, maintenant c'est à toi de me donner 5 minutes. Ah non, j'ai fait 6.
Et est-ce que le consentement dans tout ça, et on en parle de nos jours un peu partout, mais bon, en tant qu'épouse, évidemment, est-ce qu'il y a aussi, même si vous êtes mariés, même si on est marié, on a un partenaire, le même partenaire depuis des années, peu importe, est-ce qu'il y a toujours cette question de consentement, de dire ok, maintenant c'est ok, maintenant c'est pas ok, jusqu'où il faut aller à cette fois-ci. C'est une super bonne question et en effet, c'est un peu un sujet qui est presque trop à la mode parce que là, on est en train de parler, je trouve, une fois qu'on est en train de parler, on est dans un couple. Et évidemment, on parle d'un couple où il y a de l'amour, où il y a du respect. C'est un couple où il y a n'importe quel type de violence, on enlève déjà, on parle plus de ça. Et dans ce contexte-là, bien sûr que l'homme, dans ce cas-là, n'a pas envie de faire l'amour à sa femme s'il voit qu'elle n'a pas envie. Je veux dire, ça me paraît tellement évident quand j'en parle à des hommes autour de moi, que ce soit mon mari ou d'autres hommes qui, je sais, sont dans cette même démarche. Ils sont là, non, en fait, j'ai pas envie qu'elle se force. Je le sens. Si elle se force pour me faire plaisir... c'est pas chouette en fait, moi j'ai pas envie de ça, donc évidemment qu'il y a cette notion de consentement. Après moi, ce que je remarque, et c'est ça que je recommande aux femmes, et ça vient pas que de moi, ça vient entre autres un livre que j'adore, qui s'appelle, en français malheureusement, j'avais déjà dit peut-être, Femme soumise. En anglais, il s'appelle The Surrendered Wife. Donc, rien à voir. Surrender, ça veut dire lâcher prise, s'ouvrir, mais ça ne se traduit pas en français. Du coup, ils l'ont traduit par Femme soumise, et donc il n'est plus édité, surprise, et il coûte 90 € aujourd'hui à l'achat. Mais bref, donc pour revenir à cette histoire de consentement, elle, ce qu'elle propose, l'autrice de ce livre, et que j'ai donc, en lisant ce livre, je me suis dit, allez, je vais tester pour moi. Elle propose vraiment de se rendre disponible à notre partenaire. Donc je sais que ça va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on dit. En tout cas, pour des moments d'intimité, et d'avoir ce truc que je sais que parfois, c'est pas ça que je ferais là maintenant. Là maintenant, j'ai pas tout de suite envie de faire l'amour là comme ça. Mais je sais que ce moment de connexion avec mon mari, que si vraiment je réalise que j'ai pas envie et que je lui dis, il va avoir aucun problème, il va me dire pas de souci, mais que je sais qu'en fait je vais avoir envie après, que ça va être génial et que ça va nous reconnecter, et donc je suis plutôt dans cette ouverture. Et ça m'amène aussi à autre chose, c'est que il y a différents types de désirs en fait. Et donc le désir qui est le plus connu et le plus représenté dans les films, dans le porno, c'est ce désir spontané que environ 80% des hommes ont. Et la majorité des femmes, 80% des femmes, n'ont pas un désir spontané. Elles ont un désir qui vient en réaction au désir de leur partenaire. Et du coup, ici, quand on est dans ce truc de consentement à l'extrême, et de nouveau, je dis, c'est dans un contexte safe, etc. Quand on est dans ce truc de consentement à l'extrême, c'est un peu genre, moi, en fait, là, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, on ne sait pas, on pense qu'on doit avoir ce désir spontané. On pense qu'il faut que ça vienne comme ça. Et donc, moi, j'ai pas envie maintenant, donc non. Et alors, je crois que ça vient vraiment créer un cercle vicieux où du coup les hommes ils osent plus initier parce que quand ils initient ils ont peur de se faire rabrouer, qu'on leur dise non, et donc là on vient vraiment créer et beaucoup de couples sont là-dedans. En tout cas, c'est les retours que j'ai de beaucoup de femmes et d'hommes, et tout le monde est perdu. Et finalement, la connexion se brise. Tous les deux malheureux. Ils sont tous les deux malheureux. On n'ose pas en parler, parce que c'est pas si facile, franchement. Quand ça fait, pour l'avoir vécu après mon premier accouchement, quand ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait l'amour, c'est pas si facile de venir dire bon. Alors, en fait, quoi ça fait plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant On se sent un peu comme des gamins, comme des ados gênés. Et donc, voilà. Ok. Et justement, si on parle maintenant de la femme libre, sauvage, qu'est-ce qu'elle représente pour toi aujourd'hui? C'est quoi on va dire les 5, si on peut dire, juste noter 5 piliers qu'elle doit avoir pour être pour la classifier en tant que femme libre, sauvage? Alors, je ne sais pas si je vais avoir 5 piliers, mais pour moi, c'est vraiment celle qui est connectée à ce qu'elle veut elle-même. Et il n'y a pas de case. Elle peut aimer danser nue dans la forêt à la pleine lune. Elle peut aussi aimer mettre du vernis et se faire belle. Et elle peut aussi aimer aller à la salle de sport. En fait, il n'y a pas de femme type, mais c'est celle qui s'est reconnectée à ce qu'elle veut elle-même, à ce qui lui fait du bien, et qui agit du coup. Toutes les décisions qu'elle prend, tout ce qu'elle fait, c'est depuis cet espace. C'est depuis cet espace libéré, ce plaisir en fait. Et moi j'ai remarqué que pour moi,
au départ, quand j'ai décidé de me réensauvager, eh bien, je m'étais quand même de nouveau mise dans des cases. Oui. Je m'étais mise dans des cases de pour ça, il faut que j'arrête de mettre du mascara pour être une vraie femme sauvage. Pour faire ça, il faut que je fasse plus jamais attention à ce que je mange et qu'en fait je mange ce que je veux, mais du coup je grossis, je me sens pas bien, mais je dois m'aimer. Enfin, il y avait quand même toujours des cases. Et donc je remarque aujourd'hui qu'en fait la femme sauvage, elle est multiple, quoi, et qu'elle accepte toutes ses facettes. Enfin, moi j'adore dire que dans mes facettes, j'adore faire du camping. J'ai aucun problème à ne pas me laver pendant une semaine, à faire du camping sauvage, à être dans la boue. Je m'en fiche complètement. Et j'adore aussi les paillettes et le luxe et boire du champagne dans un endroit chic et aller au spa. Et on peut aimer les deux. En fait, on n'est pas obligé de renier une de nos facettes ou plusieurs de nos facettes pour rentrer dans une case, quoi. Et est-ce qu'on parle justement d'argent dans tout ça? Est-ce que l'argent, pour toi, il est lié aussi à notre sexualité et à notre bonheur, on va dire, en tant que femme? Complètement. Et de nouveau, dans cette notion de femme sauvage, c'est aussi admettre la relation de l'argent, l'importance de l'argent et enlever... L'argent, il est ni bien ni mal. Oui, parce que je parle ici d'argent, effectivement, que la femme, qu'elle peut gagner de l'argent passe par ses propres moyens et pas juste... Oui, complètement. Et ça, j'adore. Et c'est un truc que j'ai pas encore tout à fait mis en place, mais j'aime beaucoup l'idée... et c'est de nouveau très, très anti-féministe et anti... plein de choses de cette époque. J'aime beaucoup l'idée que les femmes ne sont pas censées travailler pour de l'argent. Ok, donc maintenant je vais développer qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner d'argent, et c'est génial si on en gagne, mais que le côté d'être le provider, tu vois, d'être celle qui fournit, en fait, pour notre physiologie de femme, c'est très lourd. Et qu'en fait, c'est censé... Alors, je sais que ça va faire des vagues, mais c'est pas grave. Que les hommes sont beaucoup plus doués pour faire ça. Et que nous, si on se connecte justement à notre plaisir, à notre éros, tu vois, eh bien, on peut gagner plein d'argent, mais on n'est pas dans ce providership. Je sais pas si tu vois ce que ça veut dire. Et que du coup, c'est pas du tout la même démarche. Et ça, j'y suis pas encore. Parce que moi, j'ai encore ces notions de... je dois contribuer et attention et on va payer notre prêt et donc machin. Mais j'essaye de me dire, bon, pour le moment, l'argent que je gagne, en fait, si ça nous paye tous nos extras, les restos, les vacances, tous les trucs fun, eh ben en fait, c'est génial. Et j'ai moins ce côté d'avoir l'impression de devoir être un provider, fournir. Et pourquoi est-ce que l'argent est lié à la sexualité? Déjà, je pense que c'est parce que c'est un sujet encore plus tabou. C'est plus facile de parler avec des amis de sexualité que de parler de combien on gagne, de combien coûte notre loyer, de combien coûte notre maison, notre cuisine. Là, on arrive vraiment... C'est intime, c'est vraiment encore plus intime. Et quand on vient se libérer et se connecter au plaisir, on vient aussi libérer notre relation à l'argent. Et enlever, comme je disais, ce truc de l'argent c'est bien ou l'argent c'est mal. Juste l'argent c'est, et ensuite on peut en faire des choses super et on peut en faire des choses horribles. Tout à fait. Et l'argent en tant que tel n'est rien, mais il nous permet d'actualiser nos rêves et dans cette question de justement féminisme, argent et tout, est-ce que tu penses que c'est parti aussi un peu trop dans l'extrême, le féminisme et tout? Parce que si on dit maintenant, comme dans toute rébellion en général, dès qu'on dit qu'on est plutôt ça, tout de suite on se prend une vague contre courant comme ça. Et donc dans le féminisme aussi, en tant que femme libre, épanouie, sauvage, est-ce qu'on peut affirmer qu'on est féministe ou pas? Ou est-ce que c'est encore délicat, ou plutôt on dire en fait c'est mieux de ne pas se mettre dans des cases et on est juste ce qu'on est, c'est tout. C'est assez. Mais c'est tellement une grosse question. Déjà, j'ai envie de dire par rapport à cette histoire de féminisme, moi j'ai été élevée en méga féministe par une maman méga féministe qui m'a dit que dépendre d'un homme c'était la fin. Et puis ensuite je suis devenue pilote, je trouvais ça méga féministe. Puis je suis devenue maman et là j'ai commencé à me poser des questions en me disant mais en fait je trouve ça plus féministe de rester chez moi à allaiter mon bébé plutôt que de le faire garder par une nounou et de lui donner du lait en poudre. Donc là j'ai commencé un peu à remettre en question, mais j'avais quand même toujours beaucoup d'idées très féministes, surtout dans mon rapport aux hommes. Il y avait quand même toujours dans mon idée cette phrase the future is female, le futur c'est les femmes, et vraiment en fait un peu d'une certaine manière un dénigrement des, je sais pas si ça se dit comme ça, mais des hommes. Il y avait quand même un truc et je l'ai encore dit il y a pas si longtemps, je pense qu'il y a 2 ans à un dîner avec des amis où j'ai dit que je trouvais qu'il y avait plus d'hommes bêtes que de femmes bêtes, et qu'en fait les femmes quand même globalement étaient mieux, plus intelligentes. Et donc ça c'était moi il y a 2 ans, donc le chemin a été, et quand j'ai commencé à lire des
des posts, etc. de femmes, ou être dans des formations avec des femmes que je trouvais très intelligentes, que j'admirais beaucoup, qui étaient vraiment des mentors, et qui commençaient à dire qu'elles remettaient en question le féminisme, j'étais là, wow, qu'est-ce qu'elles racontent? Non, ça c'est pas possible, on peut pas remettre ça en question. Et puis, au fil de mes lectures et de mes expériences à la maison et dans mon couple et aussi autour de moi, j'ai réalisé que, en tout cas moi, je vois dans le féminisme moderne, le féminisme libéral, je vois un mépris des hommes qui est hyper délétère dans le couple et aussi pour nos enfants. Et je le vois autour de moi, je connais des femmes qui sont vraiment dans ce féminisme à l'extrême et je vois leurs petits garçons en fait qui grandissent dans cette notion de je suis un petit garçon, du coup je suis d'office un agresseur, je suis d'office, en fait je suis un garçon donc je suis moins bien que les femmes, je suis d'office mauvais et moi c'est contre ça que je suis. Après, c'est hyper nuancé. Aujourd'hui, j'ai envie de dire que je ne me reconnais plus dans le féminisme, mais évidemment que il y a eu des combats qui ont été faits qui sont merveilleux. Que les femmes puissent avoir un compte en banque, c'est une évidence. Que les femmes puissent voter, que les femmes puissent choisir de travailler, de faire ce qu'elles veulent, en fait, ça me paraît complètement évident. Je trouve qu'aujourd'hui, on va trop loin. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, moi, j'ai envie... Moi, j'aimais bien récemment dans un post sur Insta, j'ai dit, pour moi, le future, il n'est pas female, il est union, quoi. Pour moi, le futur, il n'est pas dans les femmes, il est dans l'union. Et dans vraiment... Et je vois, avec mon mari, à quel point... il y avait des choses où je considérais que... En fait, je considérais quand même, de base, et je vois ça avec beaucoup de femmes, que je faisais tout mieux. J'habillais mieux les enfants, je mettais mieux les trucs dans le lave-vaisselle, je rangeais mieux les courses, je faisais mieux les courses. En fait, tout ce que je faisais était mieux. Et donc, comme ce que je faisais était mieux, je lui faisais tout le temps des remarques, des petites remarques sur tout ce qu'il faisait qui n'était pas bien. Et donc, alors là, c'est marrant parce qu'on en vient à cette charge mentale. Ok, la charge mentale, on en parle aussi beaucoup ces dernières années. Mais est-ce que, d'une certaine manière, on ne s'est pas aussi, un peu, en tant que femme, mis ça sur le dos. Et c'est pas dans un but de culpabiliser, etc. De toute façon, je crois que la culpabilité vient de l'intérieur. Si on entend quelque chose qui résonne, c'est que ça résonne avec nous. Je ne crois pas que je puisse culpabiliser les femmes. Mais est-ce que cette charge mentale, on n'est pas venu aussi... Parce que du coup, on est tellement perfectionniste, tellement dans le contrôle, et on considère tellement que ce qu'on fait, c'est mieux. En fait, on a juste du coup dit à nos mecs, vous savez quoi ? Et je suis sûre que toutes les femmes se reconnaissent. On lui demande de faire un truc, et puis après, en fait, il le fait pas comme on voulait. Et peut-être qu'en fait, sa manière était pas si débile, en fait, une fois qu'on regarde derrière. Et on va dire, tu sais quoi, je vais faire moi-même. C'est bon, en fait. Pareil, oui. Je suis sûre que toutes les femmes ont déjà eu ça. Et donc, finalement, on leur dit ça 10, 20, 30, 100 fois. À un moment, ils nous laissent tout faire nous-mêmes, parce que de toute façon, on fait tout mieux. Et après ça, on est là, je suis fatiguée. Après, on se plaint. Oui, et franchement, et tu comprends, et c'est pour ça que j'ai pas envie de faire l'amour, c'est parce que j'ai trop de charge mentale et tout. Oui, ok. Et je dis pas, j'entends que dans plein de couples, tous les couples existent, et j'en entends en effet où les mecs font vraiment rien, où je me dis genre, oh là là, bon allez, hop. Mais voilà, je sais aussi qu'il y a ça, et moi, c'est ça que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut réparer et consolider, et puis être dans des couples où on est vraiment en union, quoi, où on reconnaît chacun ce que fait l'autre. Et je l'ai vu vraiment cette dernière année où j'ai commencé à mettre ça en place, où quand mon mari fait quelque chose que moi j'aurais pas fait comme ça, je le laisse faire. Déjà, il est en train de le faire. Et après, souvent, je suis là, en fait, c'est trop bien. On n'a pas le même cerveau. Et donc, reconnaître les forces de chacun, mais c'est génial, quoi. Oui, tout à fait. Moi, je te rejoins tout à fait dans ta pensée pour le féminisme. Et je pense que c'est ce qui casse un peu l'ambiance en tout, c'est cette question de partir trop loin. On va dans l'extrême, et dès qu'on va dans l'extrême, en fait, c'est jamais bon. Donc je pense qu'à la base, effectivement, c'est parti d'une bonne... l'intention était bonne, sauf que c'est parti un peu trop loin, comme un peu dans tout. Et donc, je pense aussi que la femme libre, sauvage, peu importe le nom qu'on lui donne, mais ça sera celle qui voit tout ça, qui entend tout ça, mais qui reste justement alignée, et elle reste elle-même, et elle prend de partout un peu ce qu'elle a besoin, ce qu'elle veut, et faire vraiment un beau mix de tout ça. Ouais. Et dans tout ça, évidemment, il faut pas dénigrer les hommes. Je n'aime pas du tout ça, parce que c'est peu importe si c'est les hommes ou un autre type d'homme ou un groupe, à chaque fois qu'on jette la faute sur quelqu'un d'autre, en fait, on lui enlève aussi la responsabilité, et nous, on n'est pas responsable de nous-mêmes. Oui. J'avais lu récemment justement un très beau article sur la responsabilité et la compassion qui peut s'appliquer en tout. Et ici, ça tombe vraiment, je pense, très très juste, parce que c'est exactement ça. Parce que finalement, si on le dit,
je vais le faire parce que je le fais mieux, en fait, on lui prend la responsabilité aussi, on lui enlève ce pouvoir de tu peux le faire. C'est la même chose avec les enfants, quand on les élève, c'est plus ou moins la même chose. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que si tu lui dis, en fait, laisse maman, va le faire, elle va le faire quand Et aussi, je le vois là maintenant, en étant entourée de familles qui sont depuis le départ dans une parentalité bienveillante, positive, respectueuse. Je vois aussi maintenant l'écueil de ça. Je vois le dark side, le côté sombre de la parentalité positive. C'est que beaucoup de femmes, et on en a parlé avec mes amis récemment, elles ont lu tous les livres. Elles ont tous les trucs. Leur homme, souvent pas. Alors, le mien, oui, il a lu tout avec moi. Mais beaucoup de femmes, ce que j'entends, c'est oui, mais moi, j'ai tout lu. Moi, je sais que si tu fais ça, si tu agis comme ça, si tu fais cette remarque à notre enfant, tu vas l'abîmer. Du coup, en fait, tout ce que tu fais avec notre enfant, ta manière d'être parent, de parenting cet enfant, elle est mauvaise. Et donc, en fait, beaucoup d'hommes se ferment. Et aujourd'hui, je le vois, et on en parlait récemment avec des copines, où elles étaient toutes là. Oui, maintenant, mon enfant, il a 5, 6, 7 ans, il a besoin d'un cadre. Oui. Il a besoin de limites. Et en fait, j'ai bloqué mon partenaire. Je ne l'ai pas laissé. Quand il voulait mettre ce cadre, moi, je trouvais que ce n'était pas respectueux, bienveillant, positif, comme je voulais. Du coup, maintenant, mon partenaire ne dit plus rien. Et ça part en cacahuète, quoi. Et donc, c'est aussi hyper intéressant d'accepter qu'on ne va pas être... c'est OK. Et ce n'est pas pour venir dans un truc des années 50 de l'autorité paternelle, machin. C'est pas ça. Mais c'est voir qu'on a tous les deux des forces et des rôles à avoir en tant que parents, et que si on enlève le rôle du père parce que nous on sait mieux que lui, du coup finalement lui aussi il dit plus rien, il fait plus rien, et il sait plus comment mettre ce cadre que nous aussi on peut mettre en tant que mère, évidemment. Mais ça, j'ai trouvé ça super éclairant, et ce qui est magique dans toute cette discussion, c'est que moi j'ai fait le vœu d'après mes lectures et autres, d'arrêter de critiquer les hommes. Vraiment, alors j'étais pas trop du genre déjà avant à critiquer mon mari en présence d'autres femmes, mais vraiment maintenant j'ai fait le vœu d'arrêter d'être dans ce truc de venir dire t'as vu ce qu'il a fait lui, et c'est génial parce que je me suis créé du coup je me suis créé une communauté de femmes où on peut venir raconter en fait voilà ce qui s'est passé, mon partenaire a agi comme ça, j'ai dit ça, c'était nul, ou bien je suis fâchée sur lui. On peut évidemment venir déposer ça, mais c'est toujours dans une démarche d'être en union et de résolution, et pas dans une démarche de venir juste casser du sucre sur leur dos. Et ça, mais quel bonheur d'être dans chaque fois que je vois mes amies. Et en fait, comme on est toutes en instruction en famille, on se voit toutes les semaines, on se voit tous les lundis, et à chacune de ces réunions, je me dis à chaque fois, waouh, c'est chouette, parce que du coup, j'aime plus mon mari. Même si on s'est disputé, même s'il y a eu un truc pas top, après avoir discuté avec mes copines, j'arrive à voir autre chose, parce qu'on est dans ce truc bienveillant envers eux et envers nous. Et ça, c'est fou. Donc, pour terminer, même si on pourrait parler pendant des heures ou des jours, je pense que si on peut faire une conclusion par rapport à la féminisme, la femme sauvage, libre, est-ce qu'on pourrait dire que une femme libre, elle est celle qui aime encore plus, qui s'accepte encore plus, qui crée encore plus et qui explore, en fait. C'est ça. Ouais. Et j'ai envie de dire, même quand c'est dur, même quand on rate, en fait, c'est ça aussi, c'est s'accepter, un jour ça marche et puis le lendemain ça marche plus, et on revient toujours. Moi, c'est ça maintenant, c'est mon nouveau mantra, c'est je reviens toujours à tes pratiques, reviens toujours tu as ta ligne directrice, tu as ton alignement, tu sais ce qui est bon, et parfois tu vas critiquer ton mec, ou parfois tu vas lui faire une remarque, et c'est ok, et tu te pardonnes, et tu te flagelles pas, et tu reviens toujours, et toujours, comme quand on fait de la méditation, en fait. Nos pensées, elles partent dans tous les sens, et on revient toujours à la respiration. C'est la même chose avec toutes ces pratiques, en fait. On revient, et on revient, et on revient. Et ça s'arrête jamais. C'est ça, et c'est génial. Et il y a encore énormément de choses à explorer, donc c'est ça qui est génial aussi. C'est clair. Merci beaucoup, Roxane. C'était un plaisir, encore une fois. Pour moi aussi. Et voilà, je te souhaite bonne continuation, encore une fois, pour tous tes projets que tu fais à merveille. Et on se dit à bientôt. Merci beaucoup, Marcella. Merci mille fois. Merci d'avoir écouté cet épisode de Miroir en face. Si certaines choses t'ont basculé, fait vibrer, dérangé ou simplement réveillé, c'est peut-être que ça parlait à une vérité en toi. On continuera, ici, à ouvrir ces espaces de parole, de conscience. Parce qu'une femme libre, c'est aussi se donner la permission d'explorer son corps, ses limites, ses désirs, ses choix, sans s'excuser. Partage cet épisode si tu penses qu'il peut allumer une lumière chez quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas,
Ce n'est pas en devenant parfaite qu'on devient puissante, c'est en devenant vrai. À bientôt dans Miroir en face.